Et voilà donc, chers téléspectateurs, on passe à un deuxième compte rendu pour toujours parler en détail de cette initiative de vie décente, cette deuxième phase, comme on l'a cité, qu'on suit de très près. Et encore une fois, on parle de cette initiative vie décente pour assurer cette vie décente aux citoyens égyptiens, remédier aux problèmes sociétaux qui entravent la mise en œuvre des programmes de développement durable. Il y avait beaucoup à faire, du développement des quartiers informels à l'éradication de l'hépatite C, en passant par l'inclusion des personnes handicapées, l'autonomisation de la femme et l'initiative 100 millions de santé, jusqu'au plus grand programme de protection sociale dans l'histoire de l'Égypte. Tant d'efforts, de bonne foi et toujours cette ferme volonté. L'occasion donc de jeter la lumière sur les initiatives présidentielles en faveur du citoyen, toujours dans le cadre de l'objectif de l'Égypte du développement durable. Je vous invite à suivre ce récit de Sara Al-Maghrabi qui vous donne plus de détails. Depuis son accession au pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu à assurer une vie décente aux citoyens égyptiens. Il n'était donc pas étrange que sa plus grande initiative en faveur du citoyen soit baptisée Vie décente. Une initiative qui touche plusieurs domaines et couvre de nombreux services pour garantir une vie décente dans le vrai sens du mot, notamment pour les catégories les plus nécessiteuses. À plusieurs occasions, le président a affirmé ressentir les souffrances du citoyen simple et donc a manifesté sa détermination d'alléger le fardeau qui pèse sur ce citoyen en lançant des dizaines d'initiatives dans tout le territoire, toutes émanant du même slogan « Vie décente ». Une vie décente, il s'agit d'une initiative nationale couvrant tout le territoire. Elle vise à assurer une vie digne aux catégories de la population les plus nécessiteuses. Au début de 2019, le président Abdel Fattah el-Sisi avait invité les institutions de l'État à coordonner leurs efforts avec ceux des ONG pour agir communément au service du citoyen. L'initiative a donc ciblé plusieurs secteurs dont la santé, l'habitat et l'éducation. Le gouvernement a alloué 103 milliards de livres égyptiens à l'initiative pour réaménager les villages les plus nécessiteux et leur fournir des services de qualité. La deuxième phase de l'initiative a été lancée avec des investissements d'un montant de 9,6 milliards de livres égyptiennes. Elle cible 375 agglomérations rurales dans 14 gouvernorats, dont la plupart sont situés en Haute-Égypte. L'initiative concerne en tout 1000 villages où vivent près de 12,5 millions de personnes d'ici la fin de l'exercice financier 2023-2024. Près de 1592 projets seront mis en place dans le cadre de cette deuxième phase, dans les domaines comme l'eau potable, le drainage sanitaire, l'éducation, la santé et l'emploi. Et de retour, chers téléspectateurs, remerciements à notre collègue Sara Al-Maghrabi. On passe donc à plus de détails concernant cette deuxième phase de l'initiative présidentielle de vie décente pour parler de ce développement durable de la vie décente en Égypte pour cette deuxième phase. Développement durable dit économie. Et là, on s'arrête. On a beaucoup de détails concernant ce secteur de l'économie en Égypte et à cet égard, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Passante Fahmi, experte en économie. Bonsoir Dr Passante. Bonsoir madame, bonne fête, bonne année à tout le monde. À tout le monde, merci beaucoup. Dr Passante, je ne vais pas m'arrêter cette fois sur l'objectif de cette deuxième phase de la vie décente concernant les villageois, surtout les plus pauvres, les villages les plus pauvres. Mais je vais m'arrêter sur l'économie quand on parle de développement durable. Vie décente vise ou veut dire, une vie décente veut dire réalisation d'un développement durable. Quand on parle d'un développement durable, on ne parle pas seulement d'une autonomisation de la femme ou des autres réalisations qui ont été faites dans les plusieurs secteurs, comme on l'a cité il y a 5 ou 10 minutes avec notre invité en ligne. Mais je m'arrête sur l'économie de l'Égypte. Il avait cité, Dr Nagui Victor, que l'Égypte avait affiché le seul pays en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, un taux de croissance assez élevé. Aujourd'hui, nous suivons également en Égypte cette transition vers l'économie verte. Une économie verte, Dr Passante, elle ne table pas sur un PIB d'un certain pays, mais surtout sur les réalisations d'un développement plutôt humain. On veut plus d'éclaircissements et des explications en ce sens.
Oui, ça c'est un sujet très important. Tout d'abord, nous devons savoir que l'Égypte, c'est un pays très riche, et je répète, très riche en ressources. Et ça a été prouvé clairement au monde entier, surtout durant cette période. Oui. Le monde entier a des problèmes et l'Égypte a été capable d'avancer et d'accueillir des niveaux de développement différents que le monde entier. Tout d'abord, nous avons sur tout le territoire égyptien les 27 gouvernorats. Chaque gouvernorat a ses ressources, a ses richesses, a ses trésors, mais malheureusement, ça a été négligé pour des décades, je ne veux pas dire plus que 60 ans. Il y avait l'importance a été toujours dirigée vers 2-3 gouvernorats, le Caire, Alexandrie, Port Saïd et point final. Oui. Et on a laissé tomber tout le peuple égyptien sur les autres gouvernorats sans aucune attention. Non seulement, j'ai bien écouté ce que M. Victor A venait de mentionner, non seulement sur le côté de l'éducation, etc., mais aussi sur le côté du développement économique. Oui. L'Égypte est un pays riche et elle a un climat incomparable. Elle a une location aussi qui n'existe pas pour beaucoup de pays. Nous avons la Méditerranée au nord, nous avons la mer Rouge aussi à l'est, nous avons le Nil et en même temps on importait le poisson de Vietnam. Ça c'est ridicule. Oui. Mais dès que M. le Président a été élu, il donne l'importance à tous les gouvernorats pour être développés économiquement. C'est-à-dire, nous avons des jeunes partout, plus que 50% de la population sont des jeunes. Ils habitent tous les gouvernorats et chaque gouvernorat a des ressources différentes que l'autre. Nous avons des gouvernorats qui sont très touristiques, d'autres qui peuvent travailler dans l'agriculture, d'autres la pisciculture, d'autres il y a des ressources naturelles comme l'or, etc. Alors là, on ne peut pas vraiment donner l'attention comme ça a été fait durant les dernières décades, plus que 60 ans, à 2 ou 3 gouvernements et laisser tomber le reste du peuple. Depuis que M. le Président a été élu, il a donné l'importance à développer le côté économique, commençant par, parce que chaque gouvernorat a ses ressources, des micro-projets, des projets petits et moyens. Ça, c'est très important. On appelle ce genre de projet la base de la pyramide économique. Et partout au monde, cette base-là est trop grande parce que le nombre est grand et l'activité est différente d'un gouvernorat à l'autre, comme partout au monde. C'est-à-dire si on voit par exemple les États-Unis, le plus grand pays du monde, chaque state a son travail, et a ses ressources et a son développement. Ici, c'est la même chose. On a commencé à donner de l'importance et aussi au Parlement, on a eu une nouvelle loi pour encourager les jeunes, premièrement, d'être entraînés sur comment faire du travail, microfinancement, leur avancer aussi de l'argent pour qu'ils puissent commencer, leur donner aussi la place là où ils vont travailler, c'est-à-dire les petites usines, avec tous les documents nécessaires et les aider. Alors ça, c'est un méga projet très important. Et je voudrais ajouter ici que oui, le gouvernement, Monsieur le Président et tout le pays donnent l'attention, mais je voudrais ajouter aussi que la société, c'est-à-dire, comme on appelle les institutions sociales, eux aussi, ils aident ces jeunes à développer les produits, et ensuite les prendre de ces jeunes et les vendre. Oui, Docteur Passante, est-ce que c'est le cas dans les principaux villages de l'Égypte? On voit aussi dans ces villages qui sont visés par cette initiative présidentielle de vie décente que la femme, c'est elle qui a le fardeau le plus lourd sur le dos. C'est la femme dans ces villages à qui la responsabilité plutôt est accordée en ce sens. Et aujourd'hui, on parle d'un taux d'investissement de 9 milliards 600 millions de livres égyptiennes qui sont seulement consacrés à environ 375 agglomérations dans le cadre toujours de cette initiative de vie décente. Si l'économie est principalement basée, comme vous l'avez affirmé, et comme l'a dirigé le président Abdel Fattah al-Sisi, de s'intéresser à la jeunesse avec les SMEs ou les petites et moyennes entreprises et ses projets, l'entrepreneuriat et tout, comment est le cas dans les villages aujourd'hui? Et cette jeunesse qui vit dans le village, et non seulement la femme, qui est autonomisée aussi dans les villages.
Écoutez, bien sûr, quand on a commencé à lancer ce projet-là, ce qui nous a surpris, c'est que les jeunes s'intéressent beaucoup, que ça soit jeunes, hommes ou femmes. C'est-à-dire, on n'a pas senti une différence entre les deux. Et même aussi les femmes dans leur maison, ils s'intéressent beaucoup. Parce que quand on parle de petits projets, 80% de ces petits projets-là sont faits à la maison, c'est-à-dire dans leur domicile. Et ça, quand ça grandit un peu, c'est une petite chambre à côté. Et ensuite, ils prennent une petite usine. Ça se développe graduellement. Mais ce qui est très important, c'est que le développement de ce genre de projet, et la majorité de ces projets aussi sont des projets verts, c'est-à-dire l'agriculture, que ce soit la pisciculture aussi, et ce qui est vraiment développé sur ces deux. Alors oui, c'est un très grand projet, c'est un méga projet. Le gouvernement vraiment aide beaucoup. Monsieur le Président donne ses instructions, mais ici, il y a aussi comme on appelle, le côté social qui aide dans ce domaine. Et on ne peut pas nier que tout le pays s'intéresse à développer ce genre de projet parce que tout le monde a compris que ça, c'est le seul moyen d'avoir une stabilité sociale et que ces jeunes, nous avons 50% de la population jeune, évitent l'immigration illégale, évitent les crimes, évitent d'aller dans des directions où tout le monde les comprenne parce qu'ils n'ont pas l'espoir. Maintenant, quand on visite le gouvernorat, on trouve que les jeunes travaillent, les femmes travaillent, tout le monde s'intéresse à rester chez soi. Et aussi, je voudrais mentionner ici un point très important. On ne peut pas garder un pays et présenter 2-3 gouvernorats comme étant le rêve pour tout le monde. Ça, c'est très dangereux parce que quand on compte maintenant, il y a 22 millions qui vivent au Caire. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas vraiment loger et faire travailler 22 millions. Alors, ces jeunes doivent retourner chez eux, travailler chez eux, vivre avec leur famille, mais une vie décente. Ça, c'est très important. Oui, tout à fait. Docteur Passante, une troisième question, encore une fois. Est-ce que le fossé qui existe entre ce qui est rural et urbain en Égypte, vous avez mentionné qu'un des méga-projets, c'est la nouvelle capitale administrative. Vous et Dr Nagui Victor qui ont partagé cette même opinion pour essayer de décompresser un peu le Caire, la capitale, avec plus de 22 millions d'habitants au Caire. Donc une capitale qui est asphyxiée, et c'est en ce sens qu'on parle du projet de la nouvelle capitale administrative qui est quotidiennement, jour après jour, suivi également par le président Al-Sisi et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Et moi, je m'arrête encore une fois sur, là, si on parle des villageois et on parle d'une décompression du Caire, par exemple, où on parle aussi le Caire qui est asphyxié à cause de la venue de certains villageois et certains citoyens qui viennent d'autres gouvernorats de l'Égypte. Comment vous voyez donc cet équilibre en tant qu'économiste et experte en économie lorsque la plupart des ministères et des départements concernés seront en place dans la nouvelle capitale administrative? Nous devons savoir que nous avons le Caire, c'est un musée ouvert. C'est-à-dire, quand le projet dont vous venez de mentionner va être accompli, nous aurons un gouvernorat, le Caire, qui n'est incomparable d'aucune ville au monde entier. Moi, à mon avis, c'est un musée ouvert. Et on va donner de l'importance à développer tous les quartiers historiques de telle façon que le Caire soit vraiment un point d'attraction pour le monde entier. Tout d'abord, nous avons le Nil, qui, je ne peux pas dire que c'est une des plus belles rivières du monde entier. Nous avons aussi des côtés historiques, 6 ou 7, comme on appelle, civilisations qui ont passé par le Caire. Nous avons des musées, nous avons des églises, nous avons des mosquées. Le Caire est vraiment superbe. Mais on n'arrive pas, nous avons la Caire qui est dixième. Nous avons Khan Khalil, on n'arrive pas à la voir parce qu'elle est encombrée. Dès que ce projet-là, ce méga-projet-là va être accompli, nous aurons une des villes que le monde entier sera intéressé pour venir visiter. Et ça, c'est un côté économique du côté du tourisme, incomparable au monde entier. Alors moi, j'espère qu'on termine ce projet-là le plus vite que possible pour qu'on puisse développer le Caire d'une façon que ça soit une ville, je veux répéter, incomparable sur le terrain.
D'accord. Une dernière question, docteur Passante. Vie décente, deuxième phase, vie décente pour les citoyens, pour les villages les plus pauvres en Égypte. On parle ici du rôle des organisations de la société civile et du secteur privé. Comment vous voyez ce rôle et comment vous pouvez nous expliquer sera quoi le rôle de ces organisations de la société civile? Ça, c'est un rôle important parce que vraiment, le gouvernement ne peut pas faire tout seul. Alors là, le côté civil est très important. Tout d'abord, pour l'éducation, pour la santé, pour le sport, comme on appelle le côté sportif. Et je voudrais mentionner ici que dans le temps, nous avions des opéras dans les gouvernorats. Alors là, ça, c'est le secteur civil qui peut aider vraiment à développer ce côté, c'est-à-dire la civilisation, l'éducation, le sport, comme on appelle, faire la beauté dans ces quartiers-là, éduquer les enfants, comment ils peuvent vraiment agir, quels sont les côtés les plus importants, surtout de la côté de la civilisation égyptienne, etc. Alors, la société civile a un rôle très important à jouer parce que le gouvernement ne peut pas faire tout ça. Et la société civile, et moi je connais beaucoup de copains qui ont vraiment commencé à visiter les gouvernorats pour commencer à donner, comme on appelle, le bon exemple. Et aussi, je voudrais mentionner que le grand plan, le projet que monsieur le président a développé, c'est-à-dire pour développer les bidonvilles. Bidonvilles, c'est pas développer des maisons et des habitats, c'est aussi montrer aux jeunes et aux enfants comment ils doivent vivre, qu'est-ce que c'est la santé, la propreté, faire du sport, jouer ensemble, la politesse. C'est une longue liste. Mais ça, c'est le rôle de la société civile. Et je crois qu'ils ont commencé à jouer un rôle assez positif dans ce domaine. Oui. Docteur Passante Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de votre intervention avec nous ce soir. Et vous avez clairement mis en ligne, donc mis à la lumière plutôt les principales lignes de cette initiative présidentielle de la deuxième phase de vie décente, comme l'a cité Docteur Passante Fahmy. L'importance non seulement de la réalisation de ces projets, mais également du rôle de la société civile en Égypte à côté du secteur privé.